Bonjour, je suis Stéphane Allôme et bienvenue sur Je mange du plâtre. C'est parti. Alors pourquoi je mange du plâtre ? C'est très simple, je suis plaquiste et on va tout de suite rentrer dans le vif du sujet avec la présentation des outils que j'utilise au quotidien, le petit matériel. Je consacrerai une vidéo au matériel électroportatif et aux gros outils qu'on utilise dans le métier, mais ici je vais présenter uniquement le petit matériel. Alors tout de suite le trio infernal de tout plaquiste, à savoir un multimètre à ruban. Alors celui-là, bon, comme vous voyez, je l'ai choisi parce qu'il tient dans ma main. Il y a des multimètres plus petits que je vous déconseille fortement pour faire du placo et de la plâtrerie parce qu'ils sont trop souples. Celui-là 5 mètres avec un ruban large. Voilà, un ruban large parce que beaucoup moins souple. Je peux aller très loin chercher des cotes, environ 3 mètres. Quand on arrive sur des grandes distances, il va pas plier et tafaler comme une merde parce que c'est courant quand on est sur un poste en hauteur. Alors ici, je vais pas parler de travail sur un escabeau ou une échelle, c'est interdit. Hein, on va dire, quand on travaille sur les échafaudages individuels en fait, et quand il faut aller chercher une cote à 2 mètres, 2 mètres 50, c'est bien pratique d'avoir un mètre à ruban qui tienne la distance. Voilà, alors évidemment il en existe des plus gros, il y a des petits mètres de 5 mètres qui sont beaucoup plus gros, il y a sinon des 8 mètres. Si vous avez une grosse paluche, vous prenez ce que vous voulez, si vous avez quelque chose à compenser, hein, un plus gros mètre. Mais celui-là il est bien, moi il me tient dans la main, c'est pour ça que je l'ai. Ensuite, quand on a pris la cote, le crayon pour la noter, pour la reporter. Alors des crayons, il y en a des rouges, des verts. Moi perso j'utilise du rouge. Il faut savoir, en règle générale, le crayon rouge est fait pour marquer sur des matériaux tendres, genre bois, carton, papier, plâtre, ça tombe bien. Le crayon vert est plus fait pour marquer sur du parpaing, du béton, du bitume, voilà, pas du stylo parce que ça prend la poussière et puis ça finit par très vite ne plus marquer. Voilà, donc crayon rouge, il est adapté, c'est celui que j'utilise tout le temps, que j'ai toujours utilisé. J'ai eu des crayons verts, et bon, évidemment, c'est celui-là que j'apprécie. Là, avec ça, pas de taille crayon, on verra, ça se taille au cutter. Celui-ci est neuf. Et enfin, dans le trio infernal, le cutter à lame sécable. On peut le voir parce qu'en fait il y a des petits traits, en fait ça permet de le casser à ces endroits là. Pareil, je l'ai choisi ce cutter parce qu'il me tient dans la main. Il y a plusieurs formats de cutter, il y en a des plus petits, c'est vraiment pas le bon plan. Couper les plaques et tout ça, c'est beaucoup trop fragile. Il en existe des beaucoup plus gros, alors avec des lames de 25 mm de large. Celui-là c'est 19 il me semble. Un gros cutter beaucoup moins flexible, beaucoup moins cassant, beaucoup moins souple. Voilà, on en voit de plus en plus des plaquistes qui travaillent au gros cutter. Moi perso, j'ai pris l'habitude de travailler avec ça. Je m'en débrouille très bien, je le trouve moins encombrant, moins lourd. Vous verrez que quand vous le portez toute la journée sur l'outil qui vient en suivant, ça peut finir par peser. Donc l'outil suivant pour porter le trio infernal et bien d'autres choses, c'est la sacoche. La sacoche qu'on s'accroche autour de la taille. Alors moi la mienne elle est en cuir, ouais, ça claque. Plein de poches, plein d'endroits où mettre du matériel. Je vous ferai une petite vidéo rapide sur comment j'organise mes outils sur la sacoche, qu'est-ce que je mets dedans, où je le mets, et voilà. Pour après ça n'a pas valeur de référence, moi c'est comme ça que je travaille. Je vous invite à trouver la meilleure solution pour vous, celle avec laquelle vous vous habituerez à travailler, parce que c'est surtout les habitudes qui font qu'on est efficace. Dans cette sacoche je mets aussi la paire de cisailles. Alors ce sont des cisailles on va dire de plaquistes qui permettent de couper les ossatures, rails, montants, fourrure, les suspentes, les cornières, les porteurs entretoises des plafonds démontables. On coupe beaucoup de métal avec. Il y a des cisailles de Zinger qui sont pas très adaptées. Celles-là, elles ont un ressort. On peut l'utiliser pour d'autres choses, mais ça, voilà, donc cisaille de plaquiste. Vient ensuite la hachette. Alors pourquoi une hachette plutôt qu'un marteau, qu'une massette ou qu'une hache? Alors la hachette, elle ne tranche pas. On peut très bien couper un rail au sol avec. On peut arracher des pointes. Il y a une encoche ici dans laquelle on cale la tête de pointe. On peut l'arracher. Il y a aussi le petit marteau qui va nous permettre de rentrer une pointe qui dépasse, la tordre, voilà, de casser une vis. Voilà, pourquoi le côté tranchant? Parce que ça va nous permettre de préparer des surfaces qui sont peintes et sur lesquelles le mortier adhésif n'adhère pas, donc on enlève un peu la peinture, voilà, c'est d'où le côté tranchant. Ensuite, la scie à guichet. Alors la scie à guichet, ça nous permet de faire des entailles qui sont pas droites, pour des passages de gaines, pour des passages de tubes en cuivre, pour faire des trous pour sortir les gaines des électriciens. Voilà, la scie à guichet. Il y en a des plus grosses aussi, hein, si vous avez besoin de compenser. Le rabot. Alors bon, ça c'est optionnel. Vous verrez, vous pouvez très bien raboter avec un cutter. C'est une question d'habitude. Si vous voulez faire quelque chose de nickel, le rabot. Il y en a des plus grands aussi, toujours, hein, pour compenser. Moi celui-là il est bien. La râpe, on peut, quand elle est usée, on la change. Bon, celui-là il a plus de 10 ans, hein,
avec la râpe. Bien ensuite, la scie Egoin. La scie. Alors, pas besoin de vous acheter une scie Egoin spécifiquement pour le placo. Vous récupérez une scie de charpentier qui ne peut plus couper le bois. C'est très très bien. J'en ai d'autres. Elles m'ont accompagné ou elles m'accompagneront sur les chantiers quand j'aurai vraiment flingué celle-là. Toujours pour couper les plaques, trop dur pour être cassé quand il y a des coupes qui sont trop petites. Quand il faut dégager 1 cm de placo sur une plaque pour la coupe, et ben la scie ça va bien. Ou pour des grosses plaques, genre du BA25 maintenant, on peut voir. On utilise pareil une coupe de 2 cm, on peut pas la faire au cutter, on utilise la scie, ça marche bien. Faire des entailles pour des passages de gaine toujours, voilà, une scie Egoin. Ensuite je vais vous parler du niveau à bulle. Vous voyez, bon 50, il en existe des beaucoup plus grands. Le niveau à bulle il va nous servir, on va dire, pour poser les portes, pour la mettre de niveau, pas pour la mettre d'aplomb. Hein. L'aplomb avec un niveau, c'est pas dans les règles de l'art. Non, je suis désolé, c'est pas fait pour ça. Les niveaux plus grands, alors on utilise le niveau ou des règles niveau qui font jusqu'à 2-3 mètres de long pour coller du doublage. Quand on colle des plaques, contrôle le niveau avec ça et on règle la plaque avec une règle comme celle-ci. Voilà, ça j'en profite, je vous présente la règle en alu. C'est pas une règle carrée donc de 5 par 5, c'est une règle qui fait 10 cm de large et 2 cm d'épais je crois. Voilà, ça c'est pour faire le collage des doublages, des complexes de doublage ou des plaques de plâtre, enfin du BA13 collé. Voilà, ça permet de bien la dresser. C'est comme ça qu'on dit, on dit dresser la plaque. Le niveau ne sert pas à poser une porte à l'aplomb, c'est pour le niveau de la porte. Pour l'aplomb, un outil d'une haute technologie, le meilleur outil qui soit, le fil à plomb. Le fil à plomb, c'est la référence. Ça fait des millénaires que ça existe. On n'a pas trouvé mieux pour poser quelque chose d'aplomb. Alors, laser, GPS et compagnie, non, je suis désolé. On l'utilise. Mais moi, je suis désolé, mais pour poser une porte d'aplomb, rien ne vaut ça. Ça prend pas plus de temps et on a un travail beaucoup plus soigné. Le fil à plomb, ça coûte pas cher, contrairement à un niveau laser, et ça fait un travail exceptionnel. Celui qui sait se servir d'un fil à plomb, je pense que c'est de plus en plus rare parce que maintenant, les gens apprennent à poser les portes avec des niveaux laser ou au niveau, malheureusement. Mais le fil à plomb, c'est vraiment le top du top. Un cordeau pour régler les suspens par exemple. Alors c'est pareil, on peut utiliser le niveau laser, mais le cordeau sur des petits plafonds 50 ou 100 mètres carrés, on avance à une vitesse phénoménale. C'est génial. Cordeau, dans la série des outils à cordes, le cordeau à tracer, c'est une marque, un Cordex, c'est comme Stanley. Voilà. Cordeau. Et ce qui va avec, la poudre à tracer, c'est jamais que de la craie avec un colorant dedans. Un autre outil, une clé de 10. Clé de 10 parce que sur le plafond démontable, beaucoup, il faut visser des écrous. Et une pince multiprise. Quand on commence à toucher sa bille, on nous confie des plafonds un peu spéciaux, ça devient nécessaire. Bon, si vous bricolez chez vous, vous l'achetez. Sinon, c'est l'entreprise qui va vous fournir, hein, comme la plupart des outils d'ailleurs. Vous pouvez aussi utiliser un couteau à laine. Alors, moi j'ai pas de couteau à laine. Ouh là là, mais alors comment je fais pour couper la laine? Alors, j'ai appris à couper la laine avec le cutter sur des petites épaisseurs, genre la part de 45, le panneau acoustique roulé pour mettre dans les cloisons. Ça marche bien le cutter, hein, ça coupe, il n'y a pas de souci avec une règle si on veut. On peut aller jusqu'à 10 cm d'épais. Il faut utiliser la règle, alors du 200 ça devient, ouais, ça, bon on perd un peu de temps, mais surtout moi j'ai utilisé un autre matériel que je vous présenterai plus tard dans l'électroportatif et qui porte cette lame. C'est une lame pour couper la laine qui se met sur une scie sabre. Donc voilà, mais il y a des couteaux à laine spécifiques, c'est pas forcément donné. C'est fait pour couper la laine de verre et la laine de roche. Vous n'arriverez pas à attaquer les laines de bois, la ouate de cellulose en panneau, vous aurez énormément de mal à l'attaquer avec ça. Mais voilà, donc un couteau à laine, c'est le même genre de lame. Alors ça ressemble à un couteau à pain, la laine, c'est très bien. Donc le couteau à laine, je ne l'ai pas, je compense avec un gros outil. Ensuite, quand on a fini de poser ses plaques, on arrive sur les joints. Avant, il faut faire le rebouchage. Et pour le rebouchage, un couteau à enduit. Alors le format standard 12,7 de large, c'est la largeur de la lame. Et puis le platoir. Chez moi, on appelle ça une diane. C'est féminin, donc la diane, je travaille avec ça, je prends une réserve de map dessus et puis je viens reboucher avec mon couteau à enduire. Et si vous faites les joints après, vous utiliserez toujours une diane. Alors il y en a plusieurs modèles. Là c'est une vieille diane avec laquelle je fais plus de joints parce qu'elle a les coins qui sont attaqués, il doit y avoir des dents quelque part, donc pour les joints c'est pas top. Et j'ai d'autres modèles de couteaux. Voilà, alors un grand platoir qui doit faire 60 de long, vous n'êtes pas obligé, c'est pour lisser la finition. Il y a des platoirs de finition avec les 4 bords qui sont biseautés, un platoir courbe pour charger les joints. Je fais des vidéos spécifiques sur le métier de jointeur. Ils n'utilisent pas forcément du matériel à main, ils peuvent avoir des matériels qui sont beaucoup plus performants, qui vont leur permettre d'être beaucoup plus productifs. Voilà, bon, moi comme ma règle de faire quelques joints sur un petit chantier, voilà, ou jointer une maison de temps en temps, j'utilise ça parce que j'ai pas envie d'investir des milliers d'euros dans du gros matériel que j'utiliserai que de temps en temps.
Et puis d'autres modèles de couteaux à enduire, évidemment, un plus large pour serrer les bandes ou pour avoir plus de matière dessus, donc pouvoir recharger plus. Des petits couteaux pour aller dans les petits coins, il y en a d'autres, hein. Il y a des couteaux d'angle, qui sont en équerre, il y en a qui sont réglables, il y a des couteaux biseautés, un autre format de couteau. C'est pareil, j'ai pas tous les formats de couteaux parce que j'en ai pas besoin. J'ai tout ça que j'ai accumulé avec les années et puis voilà, ça se retrouve dans un seau et voilà, et j'entasse du matériel et du matériel et du matériel. Voilà un dernier outil qu'on peut utiliser maintenant beaucoup parce qu'il y a les RT 2012 pour régler les problèmes d'étanchéité. Alors autour des menuiseries, mais aussi autour des gaines, des choses comme ça. On peut être amené à poser des joints, du mastic acrylique ou polyuréthane, pas terrible. Pas de silicone, hein. En plâtrerie on n'utilise pas de silicone. Vous savez pas pourquoi, hein. Parce que le silicone ça ne se peint pas. Donc on n'utilise pas le silicone, on laisse ça aux autres. Nous on utilise du mastic acrylique ou PU, voilà. Et donc une pompe à silicone qu'on n'utilise pas. Donc il y a différents modèles. Celle-là elle accueille des cartouches de 330 ml. Attendez, je cherche. Voilà, des cartouches de ce type qu'on vient caler dedans. Bon, je vous ferai des vidéos aussi là-dessus. Il y a des cartouches souples avec d'autres types de pompes. On peut aussi avoir des pompes électriques et tout ça. Bon, moi j'ai une pompe, elle me sert bien, elle est fidèle, je l'aime. Voilà. Une pompe à mastic, on va dire. Voilà, donc je vous ai fait une petite présentation générale. Ah non, j'ai oublié un petit fondamental, le seau. Pourquoi je vous parle de cet outil? Alors d'une part parce qu'on va l'utiliser pour faire tout ce qui est colle, mortier adhésif, joint et tout ça, mais aussi parce que ça résonne. Non, parce que je range mes outils dedans. Et pourquoi je range mes outils dedans plutôt que dans une sacoche, une caisse à outils ou tout ça? Simplement parce que ça me permet d'avoir un seau de secours. Sur un chantier, si je pète un seau, on va dire il tombe, ça m'est jamais arrivé, qu'il tombe d'un échafaudage, c'est la cata quoi, c'est à nettoyer, c'est infernal. Donc je sais pas, ce sarré qui casse par exemple quand il y a de la colle au fond, qu'on est parti d'un chantier la veille ou l'avant-veille et qu'on n'a pas eu le temps de le nettoyer, c'est pas bien, hein. Faut toujours nettoyer ses outils. On n'avait pas de lieu pour le nettoyer simplement. Et la colle a pris dedans, on peut l'enlever, ça se fait très bien, on va pas jeter le seau, on le nettoie et parfois on le casse à ce moment-là. Pourquoi? Parce qu'on utilise la hachette pour nettoyer le seau, pour casser la colle. Et donc on casse son seau et du coup on n'a plus de seau. On vient de casser son seau, il fuit, on va pas l'utiliser. Et moi je peux prendre mon seau dans lequel je mets mes outils. Voilà, c'est un seau de secours. Alors le seau, faut pas les acheter, hein. C'est comme la scie, on va pas acheter un seau. On va gentiment demander au peintre. Alors là ça c'est un seau d'enduit tout prêt. Les seaux de peinture, hein, ils peuvent servir au lieu que le peintre il les jette parce que ça va finir dans une benne évidemment, c'est en plastique, c'est pas terrible. Récupérer les seaux sur des gros chantiers, les peintres ils les jettent par dizaines. C'est génial d'avoir des seaux d'avance, comme ça vous pourrez les casser. Et voilà, et vous pourrez ranger vos outils dedans, tout est facilement accessible, vous n'avez pas peur de le péter, c'est pas la peine d'investir dans une caisse à outils qui peut valoir une centaine d'euros. Ou vous fabriquez une caisse à outils, parce que beaucoup d'anciens fabriquaient leur caisse à outils en contreplaqué. C'est magnifique, hein, une caisse à outils qui a 40 ans de vie, c'est vrai que c'est beau, elles sont pratiques, mais bon... un seau quoi, moi je mets mes outils dedans, c'est simple. Voilà, bon je crois que j'ai fait le tour là. Ouais si j'en ai oublié, hein, j'en rajouterai. Genre le balai, la pelle, des trucs comme ça, les rallonges. Mais je vous ferai des vidéos très spécifiques sur les outils électroportatifs et le gros matériel qu'on utilise dans le métier. Je vous tuyauterai sur ce qu'on peut acheter, qu'il faut acheter quand on attaque un chantier, ou ce qu'on peut louer, parce que c'est parfois intéressant de louer. On peut aussi trouver des combines pour les emprunter. Et je vous ferai aussi une vidéo sur les EPI, parce que alors en entreprise, il n'y a pas de souci, c'est obligatoire. La question ne se pose pas, les EPI sont obligatoires, c'est très important, vous ne pouvez pas passer à côté. Par contre, quand vous travaillez chez vous, faites du bricolage, moi je vous conseille fortement d'utiliser des EPI parce qu'on ne sait jamais ce qui peut arriver. Et comme on dit pour justifier l'utilisation des EPI, le matériel, ça se remplace, les mains, les pieds, la tête, quand on le casse, ça se remplace pas, ça se guérit, c'est pas génial. Notamment les chaussures de sécurité, hein, c'est tout con, mais une vis à placo qui est sur la tête, posée par terre, vous marchez avec vos baskets dessus, ça passe à travers, ça vient planter dans le pied, c'est pas agréable, ça fait mal, mais en plus ça va s'infecter parce que les vis elles sont dégueulasses, elles sont pleines d'huile et tout ça c'est le bordel. Vous serez embêté pendant quelques jours, voire quelques semaines. Non, les chaussures de sécurité, les gants, le casque, pourquoi c'est important d'avoir un casque? Pourquoi mettre des lunettes de protection quand on fait une découpe à la disqueuse ou quand on perce un trou au perfo? Pourquoi utiliser un casque anti-bruit ou des bouchons d'oreille sur chantier? Voilà, ça c'est important, il y aura une vidéo consacrée à ça, pas forcément pour sensibiliser parce que la sensibilisation, si pour sensibiliser parce que moi aussi j'ai le droit de sensibiliser et c'est important maintenant, il y a tout ce qu'il faut, c'est pas excessivement cher. Les EPI c'est aussi
aussi comment on s'habille pour aller travailler sur chantier, pourquoi on peut être beaucoup plus efficace en étant bien équipé, bien habillé et en portant ces équipements de sécurité, où on peut en fait, on va malgré le temps qu'on passe à les mettre et à les enlever, gagner du temps et du stress en moins. Donc cette vidéo est terminée. Si vous avez aimé, vous savez ce qu'il faut faire. Si vous avez des remarques à faire, n'hésitez pas, ou des questions à poser, les commentaires sont faits pour ça. Et moi je vous dis à la prochaine. Allez, ciao!